En mars 2022, j'ai eu ma première retombée presse dans les EcoStart. À la base, j'étais assez content du contenu de la tribune que j'avais écrite pour eux, mais le titre qu'a choisi de mettre le journaliste m'a pas du tout plu. Puisque c'était « À HEC, l'entrepreneuriat n'est une priorité que sur les brochures ». Et donc quand j'ai découvert mon article en une en plus des EcoStart, mon sang n'a fait qu'un tour. L'objectif, c'était de parler de mon expérience mitigée à HEC et apporter un regard nuancé avec des solutions sur comment résoudre les problèmes que je mentionnais dans la tribune. Mais ça n'a pas fait l'effet escompté puisque depuis cette date-là, tout le monde pense que je déteste HEC et qu'en fait cet article était un pamphlet contre l'école. D'où cette vidéo. Ça fait très longtemps que je veux la faire. J'ai le ticket dans ma to-do depuis le 9 janvier 2022, c'est marqué dans l'historique Notion. Et au moment où la vidéo sera postée, je viendrai probablement de faire ma cérémonie de remise des diplômes d'HEC. Donc pour vous expliquer, moi j'ai intégré HEC en 2016 et j'ai monté une boîte pendant mes études et donc ça m'a laissé à peu près 6 ans pour avoir une réflexion sur l'expérience que j'ai vécue là-bas. Parce qu'il y a un genre de mythe, une espèce de barrière qui existe, il n'y a pas tant de contenu sur internet que ça sur ce qui se passe à l'intérieur d'HEC. Souvent la connaissance des gens elle s'arrête à c'est une école pour l'élite de laquelle sortent soit des PDG d'entreprise, soit des politiciens. J'ai pas fait les derniers Sciences Po, j'ai pas fait HEC. Si tu le sais pas, moi je le sais, comme si j'étais sorti d'HEC. Donc je vais tenter de vous faire la vidéo la plus complète sur ce qui se passe derrière le grand rideau d'HEC. Le tout agrémenté de petites anecdotes que j'ai vécues durant ma scolarité et on va tenter de répondre à la question suivante. HEC est-il à la hauteur de sa réputation? Les Françaises occupent cette fois le haut du classement. Elles sont 7 parmi les 10 meilleures et HEC occupe la première place. Mais qu'est-ce qui explique cette suprématie française? Alors déjà, HEC, qu'est-ce que ça veut dire? École des hautes études commerciales, on a juste retiré le E et gardé les 3 dernières lettres. Et donc sa date de création officielle, c'était 1881, ce qui en fait néanmoins absolument pas la première école de commerce, parce qu'elle a été devancée de quelques dizaines d'années par le SCP, pour le coup date de 1819. Bon d'abord les locaux sont dans Paris, rue Tocqueville, et puis il faut attendre 1964 avant qu'on arrive enfin sur ce mythique campus de Jouy-en-Josas, qui est situé dans le centre international du business, à savoir le plateau de Saclay. Parce que non, HEC Paris n'est pas à Paris, au plus grand dam d'ailleurs des étudiants étrangers qui s'attendaient à voir la Tour Eiffel depuis leurs fenêtres et qui n'ont eu à la place que la ferme de Viltin et ses quelques poules qu'on peut parfois apercevoir. Donc bref, ce campus, il est grand, mais il est au milieu de nulle part, qui n'est pas sans utilité, on va le voir dans la suite de cette vidéo. Depuis Jouy, c'est très compliqué de réussir à se rendre dans Paris en moins d'1 heure. Oh non, non, non. Donc à sa création, HEC veut être pour le commerce ce que l'école centrale est pour l'industrie. Et la mouche est de retour. C'est bon, elle est partie. On peut l'enfermer, elle est dans la salle. Alors... Mais elle connaît des débuts difficiles. En effet, au début, quand t'as pas de réputation, que tu coûtes cher et que tu te veux élitiste, et ben ça fait un peu une école de fils à papa pour les privilégiés. Un peu l'équivalent de l'EDC aujourd'hui. Allez, elle est gratuite celle-là. J'aurais pu dire PSB aussi. Oh putain. Donc pour rendre cette école hyper sélective, on va introduire quelque chose de nouveau. C'est un concours qui sera ensuite fusionné avec celui des plus grandes écoles de commerce dans la Banque commune d'épreuves, BCE, qui est désormais garante du sésame d'accès à l'élite du commerce. Même encore aujourd'hui, les concours d'HEC, et surtout sa partie orale, sont encore quelque chose qui font partie de sa renommée, puisque ça fait flipper tout le monde. Il y a des épreuves qui sont uniques, par exemple le triptyque, qui est un exercice d'argumentation entre les étudiants, ou alors des épreuves plus classiques mais farfelues dans leur exécution, comme la culture générale. C'est très fréquent d'avoir des sujets qui n'ont ni queue ni tête, et que vous devez qui plus est défendre en public, puisqu'ils sont accessibles à tout le monde, à condition de prendre votre petit ticket. C'est uniquement après la guerre qu'HEC commence à devenir vraiment le HEC qu'on connaît aujourd'hui en s'inspirant des modèles des business schools américaines. En fait, en 1952, ils ont carrément envoyé une délégation aux États-Unis pour revenir avec les meilleures pratiques. Il vous faut les meilleurs, des meilleurs, monsieur! Donc le but est très simple, c'est de redorer l'image de l'enseignement du business en y accordant une valeur beaucoup plus mathématique et scientifique à ce qui est enseigné. C'est pour ça qu'on choisit de mettre l'accent sur la partie la plus mathématique du business, donc la finance, le contrôle de gestion. Ce sont des choses sur lesquelles HEC forme avec une valeur ajoutée importante. Donc ensuite on va chercher des professeurs avec des MBA bien dodus, et pour bien marquer ce changement, je vous en parlais juste avant, on change le campus de Paris à Jouy-en-Josas et on le fait inaugurer par nul autre que le général de Gaulle, qui est quelque chose que les étudiants d'HEC n'oublieront jamais, puisqu'il y a une photo tous les 4 mètres à peu près dans le bâtiment des études. Ces nouveaux bâtiments ont reçu ce matin la visite du général de Gaulle. Enfin, ma visite est la preuve de la confiance qui m'inspire dans l'avenir économique de notre pays. La jeunesse intelligente, éclairée, entreprenante qui éprouve le désir du progrès. Donc pour asseoir une bonne fois pour toutes leur domination sur l'écosystème des business schools françaises, il faut faire comme les Américains et s'internationaliser. Ils vont donc commencer à nouer des partenariats avec entre autres New York ou Londres avec la LSI, et aujourd'hui ils sont connectés avec toutes les universités les plus prestigieuses du monde entier, qui donnent le luxe aux étudiants des universités Ivy League américaines de venir faire leurs études dans la campagne jovassienne. Le rêve, non? Et donc gentiment, ils continuent leur développement en 1973 en ouvrant enfin le concours aux filles, qui nous permet aujourd'hui d'avoir une parité quasiment parfaite dans quasiment toutes les promos d'HEC. C'est pourquoi je souhaite les remercier personnellement. Et cerise sur le gâteau, ils sont la première école de commerce à pouvoir décerner le titre de docteur en 1985. Donc pour comparaison, les deux autres qui l'ont eu juste après, c'est l'ESSEC et le SCP, et c'est 2010 et 2012. Donc ils ont quand même bien rattrapé leur retard. En parallèle, ils vont renforcer leur lien avec les entreprises en mettant en place la spécialisation finance, puis un petit peu plus tard la spécialisation entrepreneur, sur laquelle j'aurai quelques petits mots à dire dans les parties
partie suivante, restez bien assis. Et on a même carrément des entreprises qui vont financer les chaires à HEC, comme Deloitte ou EDF, dans le but de nouer des relations avec les étudiants et pouvoir aller les cueillir dès qu'ils ont leur diplôme. Un classique. Odeur agréable, on prend. Odeur d'encre, de stylo plume, on rejette. Bref, voilà pour la courte histoire d'HEC, mais bon, tout ça vous auriez pu le trouver sur Wikipédia. Maintenant, vous comprenez d'où vient le prestige de l'école. La martingale, elle est très simple. C'est la business school qui donne accès aux jobs qui sont les mieux payés, donc c'est celle qui peut se permettre d'être la plus sélective au concours. Ils récupèrent les meilleurs cerveaux, donc ils peuvent en fournir plus aux entreprises, et ça fait une boucle vertueuse qui leur a permis de prendre une longueur d'avance sur tous les concurrents. Mais du coup, en même temps, ils ont récupéré la réputation d'une école très exclusive et élitiste, parfois synonyme de richesse abusive, très certainement liée à sa proximité avec les banques, auxquelles ils fournissent beaucoup d'employés. Et donc il y a tout un folklore qui s'est créé autour de cette école qu'on ne peut pas pénétrer. Je vous ai dressé la jolie plaquette, maintenant on va mettre les deux pieds dans le plat et aller vous révéler ce qui se passe derrière le rideau. Pour que vous compreniez tout ce que je vais vous raconter ensuite, il faut d'abord saisir comment fonctionne la scolarité à HEC. Je vais vous parler principalement pour le programme Grande École parce que... Chers admis directs, c'est à notre école ce que la couenne est au jambon. On est vendus ensemble, mais pas tout le monde n'en mange. Ça c'est pas mal. Je rigole évidemment, je vous parlais du parcours Grande École parce que c'est celui que je connais le mieux. Donc HEC s'intègre principalement après une prépa. Ce après quoi vous devez faire 2 ans sur le campus. En parallèle de ça, vous avez le choix de faire ce qui s'appelle une JEP, donc un échange qui va se dérouler sur un semestre que vous pouvez avoir soit en 2e semestre de L3 ou en 1er semestre de M1. Donc l'équivalent de la 2e partie de votre première année ou la première partie de votre 2e année. C'est ce que j'ai entre autres choisi de faire parce que je suis parti à Los Angeles durant une JEP M1. Si vous avez compris, ça veut dire que je suis parti pendant la seconde année. Et ensuite, vous vous retrouvez à faire une année de césure qui va en fait vous servir à valider vos semaines de stage. Donc la majorité des étudiants font 2 fois 6 mois de stage qui leur permettent de découvrir 2 entreprises. Et ensuite, soit ils retournent faire leur master à HEC, soit ils peuvent refaire une année de césure, ce qui a été mon cas, que vous pouvez attribuer à des projets personnels. Je rappelle que joueur de poker professionnel n'en fait pas partie. Ne faites surtout pas ça. Et donc une fois que vous terminez votre seconde année de césure ou alors votre première année de césure, vous revenez sur le campus faire votre année de M2, donc de master. Vous pouvez choisir une spécialisation ou alors un double diplôme. Et donc c'est là où j'ai choisi de faire le master XHEC entrepreneur. C'est dur à expliquer comme ça, faudra des schémas. Et donc tout au long de cette scolarité, on observe plusieurs phénomènes intéressants. Ce qu'il faut bien comprendre sur HEC, c'est que c'est la seule école, probablement du top 20 ou top 30 des écoles de commerce, sur laquelle tous les étudiants vivent ensemble 24 heures sur 24. On est tous venus ici pour travailler, elle va venir avec moi, je te le dis. Tout le monde est logé dans des bâtiments qui sont adjacents. On va tous manger au même endroit, on fait tous le sport au même endroit, on fait tous les études au même endroit. Donc on se croise tout le temps. Tout ça fait que ça crée un microcosme qui a lieu uniquement dès que tu passes les portes du campus. Et c'est d'ailleurs aussi pour ça que je pense qu'il est autant isolé en fait de la grande ville parisienne, qui va derrière renforcer le lien que tu vas développer avec les étudiants sur le campus et donc la valeur du réseau HEC. Mais tout ça fait que le campus vit avec une culture qui lui est propre, dans laquelle il y a une hiérarchie de valeurs qui est hyper différente de tout ce qui peut se faire en extérieur. Et il y a même un vocabulaire qui est propre. On a bien évidemment les classiques bod et no-bod qui sont présents dans toutes les écoles de commerce, faire référence à des gens qui sont nobody et somebody, simplement un indicateur de ton niveau de popularité. Mais on en a aussi des plus spécifiques à HEC, comme par exemple les préfixes roux et sous, souvent utilisés dans les mots roumard ou soumard pour dire très marrant ou pas très marrant, pour faire fonctionner cette population d'HEC comme un peuple qui parle son propre langage. Ça fait qu'on vit en fait perpétuellement dans une pièce de théâtre dans laquelle on comprend pas vraiment qu'on est des acteurs. On se retrouve avec des mécanismes qui sont similaires à ceux qu'on pourrait avoir dans une cour de collège ou de primaire, avec des gens populaires avec lesquels tout le monde va être pote et des gens pas populaires. Et en fait, 99% des actions des gens sur le campus peuvent être expliquées par une recherche de popularité. C'est quelque chose auquel quasiment tout le monde prend part et je suis loin d'être exclu. Et ça a dicté la façon dont j'ai vécu mes 2 premières années sur le campus. Vous vous rappelez, les 2 premières. Et donc tout ça prend vie dans la mécanique d'assaut qui vous permet d'aller chercher du statut avec les associations qui sont populaires et d'en perdre si jamais vous n'êtes pas dans les bonnes. Il y en a plusieurs types. Il y a les assos sportives. HEC, celles qui sont les plus reconnues, c'est le club foot et le club rugby. Il y en a aussi des plus thématiques comme le club voile, le ski club ou Déferlante, l'association de surf, dans laquelle les gens font tout sauf du surf. Non, pas ce matin. J'ai l'impression que l'océan ne me veut pas, je sais pas pourquoi. Et qui sont en fait plus un prétexte pour se rassembler et se faire des potes. Non, j'ai pas d'amis. Et enfin, il y a un dernier type d'associations, qui sont celles auxquelles on peut accéder uniquement via liste. C'est exactement le même fonctionnement qu'une élection présidentielle. Et donc à HEC, il y a 3 assos pour lesquels tu peux lister. Il y a le bureau des arts, la junior entreprise et la plus prestigieuse d'entre toutes, le bureau des élèves. Tu présentes une équipe de personnes, tu fais une campagne et ensuite les gens votent pour t'élire ou pas. J'ai notamment eu l'occasion d'y participer, j'ai perdu. Je vous disais, j'étais aussi beaucoup dans la recherche de statut. Et c'est un peu la première simulation de campagne. Et assez peu étonnant quand on voit le nombre de personnalités politiques qui sont passées par les bancs d'HEC. Ouh, c'est moi François Hollande. Et donc toutes les associations viennent avec leurs rituels. Par exemple, quand on gagne la campagne BDE, il faut traverser le petit marais qu'il y a dans HEC qui s'appelle le Marigot. Dont d'ailleurs, il existe une rumeur qui est que la première personne à avoir traversé le Marigot n'était nulle autre que Claire Chazal, qui est passée par l'école. Et donc cet environnement fermé du campus va donner l'effet ouragan dans un verre d'eau. Donc amplifier toutes les expériences que tu vas vivre au sein de cette enceinte reclus. Certains ont pleuré quand ils n'ont pas gagné. La honte.
C'est assez fréquent de pleurer quand on n'a pas les bonnes assos ou quand on gagne pas les listes. Et c'est entre autres ici que se construisent les fameux boulards d'HEC. Donc vous savez, la grosse tête qu'on attribue souvent aux étudiants de l'école, qui est en fait souvent représentée par 1% du campus qui est très visible et qui est extrêmement arrogant. Mais la majorité des étudiants HEC ne sont pas comme ça. C'est un phénomène assez classique dans une micro-société, c'est qu'il y a une petite quantité d'individus qui sont très visibles et tout le reste qui est en fait exclu de la vie publique. Notamment les étudiants étrangers avec lesquels c'est pas forcément bien vu de s'associer. À la boulette. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le campus d'HEC est régi par l'alcool. C'est souvent très commun dans les écoles de commerce, mais on a la spécificité déjà d'avoir un bar sur le campus qui ouvre à partir de 17h. Et d'ailleurs une asso de laquelle je faisais partie. Si vous êtes passé par le campus entre 2016 et 2018, je vous ai peut-être certainement déjà servi une bière. Et le second élément, c'est les soirées qui sont en fait hebdomadaires. C'est les fameux pots d'HEC, ça veut dire Party of the Week. Ça a longtemps été un full open bar jusqu'à ce qu'HEC perde la licence et soit obligé en fait de ne distribuer que de la bière à volonté. Avant il y avait tout. Et donc le vrai théâtre HEC se passe durant ces événements sociaux. On boit beaucoup, on s'amuse bien, c'est là que les réputations se créent, que les rumeurs se lancent, qui ont fait du mal à plus d'une personne. Parce que dans ce microcosme, n'importe quel micro-événement qui se passe est directement en fait communiqué à quasiment toute l'école. En fait, t'as pas beaucoup le droit à l'erreur. Il y a des gens dont la réputation est tuée durant la semaine d'intégration et qui en souffrent pendant toutes leurs années d'école. L'article public qui a le mieux décrit ce qui se passait à HEC, c'est celui de Mediapart, qui a bien dû faire frissonner l'administration. En vérité, tout ce qui s'y raconte est 100% vrai. Et tout le monde y prend part en fait sans vraiment se poser de questions. Et encore une fois, je m'inclus dedans. Parce qu'en fait, le campus d'HEC, de façon assez structurelle, est sexiste. Mais ça reste un environnement qui est fait par des mecs et pour des mecs. La fameuse soirée qui est décrite dans Mediapart où les filles arrivent avant, peuvent boire en open bar et ensuite les mecs arrivent, ça existe vraiment, ça s'appelle la soirée au bonheur des dames et ça avait lieu tous les ans. Et le pire c'est qu'en fait quand on est dedans, on s'en rend très peu compte. Alors après moi quand j'y suis passé c'était peut-être une époque différente, en 2017 les esprits étaient moins peut-être sensibilisés aux problématiques qu'on a aujourd'hui. Peut-être que ça a changé, je suis pas retourné sur le campus lors des 2 dernières années. L'ESSEC a l'équivalent du bonheur des oulettes qui s'appelle au bonheur des putes, donc là on est même plus dans la métaphore. C'est à HEC c'est une poignée d'étudiants qui a réussi à faire interdire cette soirée-là au bonheur des oulettes l'année dernière, mais parce qu'elle a mis au pied du mur la direction en s'énervant. Mais c'est pas du tout un truc qui est unique à HEC, je pense que c'est plutôt l'environnement école de commerce, et d'ailleurs dans l'article de Mediapart en fait il y avait pas qu'HEC qui était cité, tout le monde en prenait un peu pour son grade. Alors les gens extérieurs à HEC, quand ils pensent à l'école, ils se disent écoute c'est là où il y a les meilleurs professeurs, les cours sont incroyables, ils apprennent des trucs qui sont introuvables ailleurs sur le marché, ça doit être de la frappe. C'est pas fort ton truc, hein. En fait, tu t'es fait enfler. Alors qu'en fait, pas du tout. En vérité, souvent, c'est très compliqué de faire un cours qui est 10 fois meilleur que celui que tu peux avoir dans d'autres écoles de commerce. Et j'ai comparé mes cours avec mes potes de prépa qui étaient dans d'autres écoles, et en vérité, il y a rien de spécial dans ce qu'on nous apprend. On invente un exercice, on le fait, on le corrige, tout seul et en silence. C'est parti. En fait, c'est assez basique. Tout le monde apprend la même chose en école de commerce. Donc c'est des cours qui sont très théoriques et on comprend très bien qu'en fait, le but non dit par l'administration, c'est que t'en fasses le moins possible et que tu t'adonnes à la vraie vie de campus pour développer le seul truc qui a de la valeur, c'est ton réseau. Les partiels, c'est du pipi de chat. En vérité, faut vraiment être un artiste pour retaper une année HEC. Aussi avoir les poches bien pleines parce que tu te reprends 15 000 € l'année et ça tape. Mais bon, dans tous les cas, tu trouveras un banquier pour te prêter. Ils sont présents de toute façon dès que tu intègres le premier jour. Toutes les tables sont alignées. Tu as la BNP, la Société Générale, la Banque Populaire, tout le monde. Avec un seul objectif, que tu prennes leur prêt étudiant. Parce que les gens qui te disent ouais, ça coûte cher, je sais, pas tout le monde peut se le payer. En vérité, faut chercher vraiment très loin pour trouver un étudiant auquel on a refusé le prêt pour HEC. Parce qu'ils savent que derrière, tu auras aucun problème à trouver un travail et donc à les rembourser. Donc les cours, c'est vraiment pas la partie majeure sur le campus. D'ailleurs, il y en a pas beaucoup. Le seul truc qui est sympa, c'est que les gens qui viennent te dispenser les matières, même s'ils ont le même cours que tout le monde, en vrai, c'est des personnes assez stylées. C'est-à-dire que tes intervenants, ils ont des gros postes dans des grosses boîtes, ils sont assez légitimes sur les thématiques qu'ils traitent. Et puis entre deux cours, tu peux te retrouver à avoir une conférence de François Hollande, par exemple. Et ça tue. Bon bref, le combo vide campus, soirée, cours fait que ça uniformise un petit peu les gens. Tout le monde est pareil, tout le monde veut être dans les mêmes assos, tout le monde veut faire les mêmes tafs derrière. Quand tu demandes à un étudiant d'HEC ce qu'il veut faire plus tard, tu peux mettre ta main à couper, il y a une chance sur deux qui te répondent conseil en stratégie ou finance. Parce que c'est ce que tout le monde fait, c'est les tafs auxquels seuls les gens des écoles de commerce d'élite peuvent accéder, et donc ça serait trop con de pas y aller, parce que tu vas choper des gros salaires. Bah ouais, logique. Donc c'est un petit peu un moule dans lequel tu rentres et qui fait que quand tu vas sortir et que tu vas rencontrer quelqu'un du réseau d'HEC, t'es assez sûr que vous avez tous vécu la même chose. Vous avez une partie commune de votre personnalité qui s'est développée sur le campus. Et donc quand t'arrives la phase de l'échange à l'étranger, c'est comme une vague de fraîcheur. Tu quittes ce campus que tu as tant aimé et tu t'en vas pour de nouveaux horizons. Donc je suis parti à Los Angeles, j'ai découvert la vie de campus américaine qui est très différente de celle qu'on nous vend à HEC. Et quand tu rentres, en fait, tu te rends compte que t'étais dans une pièce de théâtre. En gros, le microcosme, il prend moins sur toi. C'est une période où t'es un petit peu moins présent sur le campus, que t'es plus concentré sur ta recherche de stage, va arriver 6 mois plus tard, donc tu le vis différemment. Donc ensuite, moi, pendant mon année de césure, j'ai fait 2 stages. Le premier chez Meilleur Agent à Paris en tant que product owner, c'était génial. Et le second en agence digitale en Australie, dans lequel j'étais censé rester 6 mois. Je ne suis resté que 2 parce que ça s'est très mal passé et c'est devenu, pour ceux qui suivent les vidéos sur ma chaîne, l'axe fondateur de ma boîte, aujourd'hui Kudak. Mais bon, cette partie-là, elle est assez classique et toutes les écoles de commerce font la même chose. Donc après cette année de césure, que moi j'ai choisi de doubler, donc j'ai pris ma seconde année de césure d'abord pour faire joueur de poker professionnel et ensuite décider de monter une boîte. Tu reviens sur le campus faire ton master et c'est là où j'ai commencé à avoir un avis beaucoup plus critique sur HEC.
Je me suis pointé au début de l'année de master avec une boîte qui fonctionnait déjà, j'avais 7 employés, on faisait 400 000 € de chiffre d'affaires, et je me suis dit, j'arrive dans un truc qui va être un tremplin de ouf pour faire décoller ma boîte. Bah pas exactement. Si je devais résumer en une phrase le master XHEC entrepreneur, je dirais que c'est un excellent master qui m'a excellemment cassé les couilles. Je m'explique. Pendant ce master, t'es mélangé avec des étudiants qui viennent d'autres universités, parcours, etc. Ça c'est vraiment une partie sympa parce que la moitié de ta promo c'est des gens qui viennent pas du tout du même environnement que toi et qui ont des expertises totalement différentes et ça c'est très lourd. T'as des intervenants de ouf qui viennent te faire des cours sur différentes parties de l'entrepreneuriat, des gros projets de groupe dans lesquels tu accompagnes vraiment des startups. Bon c'est assez rare qu'ils utilisent le truc que tu leur as pondu à la fin, mais au moins c'est un cas réel. Donc au global c'est un très bon master qui remplit sa mission. Mais il y a un gros problème. C'est que si tu te débrouilles bien, tu peux terminer ton master en validant avec des super notes sans jamais avoir eu l'intention de monter une boîte. T'en as plein qui veulent juste passer par le prestige du master pour ensuite aller trouver un taf en conseiller en stratégie. Et plus globalement, en fait, le problème de ce master, c'est que ça reste une grosse simulation. T'as beaucoup de projets de groupe sur lesquels tu travailles sur des cas réels, mais rien qui te force à exécuter. Ça en fait un master qui est pas pour les entrepreneurs, mais pour les étudiants qui ont une curiosité pour l'entrepreneuriat. Et à la fin, peut-être que t'en as certains qui seront intéressés par monter une boîte. Et c'est souvent les étudiants qui viennent de l'extérieur, parce qu'ils sont venus pour ça. Et donc en parallèle, c'est un master qui est pas du tout amical avec les gens qui ont déjà un projet entrepreneurial. Moi, quand je suis arrivé avec ma boîte et que sur le premier projet de groupe, j'ai demandé juste à savoir si on pouvait trouver un terrain d'entente pour que je réussisse à bosser sur ma boîte et faire le projet. On m'a répondu ce mail qui s'affiche sous vos yeux, où on m'expliquait que ma situation n'était pas juste un problème pour ce projet de groupe, mais carrément pour mon appartenance au master. Qu'on a voulu me virer quoi. Donc ensuite j'ai dû fermer ma gueule, faire mes trucs de mon côté sans en parler à personne. Donc il n'y a pas de traitement sur mesure et j'en suis même arrivé à un point où en fait j'avais envie de drop out. Non pas ça, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait. Donc j'ai fini par me faire violence, ça s'est soldé par un petit arrêt de 3 semaines dans lequel j'étais totalement carbonisé et j'arrive plus à travailler. Je dirais pas le mot burn-out parce que j'ai vu des vrais gros burn-out énervés, je me qualifierais pas de ça, mais j'ai eu beaucoup de mal à gérer les deux. Globalement, mon avis sur ce master entrepreneur, comme je vous en parlais juste avant, c'est qu'il remplit sa mission. En vérité, tu peux pas lui en vouloir de pas faire des traitements de faveur aux étudiants. Il donne un très bon cours d'introduction à l'entrepreneuriat, mais ça en fait pas un master pour les entrepreneurs. Et donc à ça, souvent, les gens rétorquent qu'il y a plein de fondateurs de boîtes qui ont fait HEC. Parmi les licornes, 6 sur 26 ont fait l'école jurassienne. Mais ce que vous voyez pas, c'est qu'en fait, c'est pas des gens qui ont monté des licornes en sortie d'études. En vérité, ils l'ont fait 5-10 ans après le début de leur vie professionnelle, vous avez déjà eu le temps, du coup, d'avoir les bénéfices du réseau HEC. Donc c'est assez compliqué, le fait d'attribuer leur succès au fait qu'ils aient fait HEC ou alors le master entrepreneur. Même si ça t'aide à lever des fonds. Parce qu'en vérité, ces entrepreneurs-là, s'ils réussissent, c'est pas grâce au cours, mais il y a des intangibles que t'offre HEC. Alors malgré tout ce que je viens de vous dire, j'ai une réponse assez franche à cette question, c'est que oui. Précisément pour tous les intangibles dont je vous parlais juste avant. Le plus évident, c'est le réseau. Pour plein de gens, ça peut paraître assez obscur, mais en vérité, le réseau, c'est la possibilité d'aller faire résoudre un de tes problèmes par une personne qui a aussi fait HEC. Et tu te rends compte qu'en fait, l'annuaire des alumni d'HEC, c'est une mine d'or. Tu peux à peu près trouver une pointure sur tous les sujets. Et ce qui est assez génial, c'est qu'il y a une bonne solidarité entre les étudiants. Moi, je réponds 100% du temps aux HEC qui m'envoient des messages. Et j'ai jamais eu un cas où j'ai écrit un autre HEC qui m'a pas répondu. Parce qu'on a partagé des trucs en commun, et quand tu lui dis, écoute, j'ai fait HEC en telle année, il dit, ah ok, putain, on partage un truc. Et donc la notion de réseau, c'est quelque chose qui est assez compliqué à comprendre pour les jeunes diplômés. Parce qu'en vérité, quand tu sors d'études, il vaut rien ton réseau. C'est des stagiaires et des analystes dans des banques. On est les sbires des mecs importants. Mais avec le temps, ton réseau, en fait, il fait des intérêts composés. Ça veut dire qu'à sa sortie d'école, ça vaut rien. Par contre, t'attends 10 ans, et tu regardes autour de toi, et les mêmes personnes qui étaient les sbires du sbire sont devenus les maîtres sbires. Je suis le boss. Le boss? Tu portes une couche? Et donc le réseau HEC, il permet d'avoir des gens qui sont placés dans toutes les plus grosses startups, les grands groupes, les cabinets de conseil en strat, les trucs de finance, et donc des gens qui en fait tout simplement ont du pouvoir. Et donc d'aller résoudre n'importe quel problème. J'ai un pote de ces BCG qui m'a raconté qu'il avait encore l'impression d'être à l'école, qui bosse avec tous ses potes de promo. Le second, c'est le tampon HEC. En gros, c'est de l'écriture que vont voir les gens sur ta gueule quand tu leur dis que t'as fait l'école. On va plus t'écouter, on va accorder plus de crédibilité à ton idée de start-up que si c'était un inconnu qui l'avait donné. Et c'est ça qui te vend en vrai. Donc c'est un tampon aux yeux des autres et surtout sur le marché de l'emploi, où ça donne quand même une sécurité qui est incomparable. Un HEC sera jamais au chômage. Et ce tampon-là, il te donne accès aux sphères les plus hautes que tu peux atteindre dans ta carrière. C'est là où tu peux gagner énormément d'argent. Ils font exactement ce que font les marques de luxe. Parce qu'ils mettent leur logo sur un pull, le pull il vaut plus cher. Et donc sur ce plan-là, HEC remplit 100% sa promesse. Le troisième intangible, c'est l'exposition à l'ambition. Alors ça, c'est vraiment le moins tangible de tous, parce qu'il y a plein de gens qui s'en rendent pas compte. Mais tu le réalises dès que tu sors de ton microcosme et que tu parles à d'autres personnes, c'est qu'en ayant baigné dans cet environnement HEC pendant 2, 3, 4 ans, tu as réglé tes standards d'ambition sur ceux de la moyenne. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que pour tes potes, réussir, ça veut pas dire avoir un joli CDI dans une boîte. C'est devenir le CEO monde de Nestlé. Ou alors faire une startup qui va devenir une licorne. Et donc ça te fait passer le message implicite que comme il y a des gens comme toi qui ont réussi à le faire, alors tu mérites de l'avoir. Et c'est aussi de là que vient un petit peu le boulard d'HEC. C'est qu'on sait que c'est possible. Et donc du coup, c'est ce que les étudiants vont viser. Et je vous prends un exemple tout con. Kudak, donc ma boîte, c'est une agence. On n'a pas levé de fonds. Et pour les étudiants d'HEC, ça ne compte pas. C'est pas de l'entrepreneuriat. Parce que je vais jamais avoir une boîte qui va valoir des milliards. Il ne faut jamais dire jamais, mon cher.
Et donc mes 3 millions d'euros de chiffre d'affaires, ils en ont rien à foutre. Par contre, si demain je lève 20 millions, je vais recevoir un message de tous mes potes de promo. Parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Ça te donne des standards biaisés de réussite et surtout, tu les crois atteignables. Et donc pour conclure cette vidéo, je dirais que les 50 000 euros que tu payes pour cette école, ils vaudront toujours le coup et ça vaudrait toujours le coup si ça valait 3 fois plus cher. Parce que ces 3 trucs-là que tu gagnes, ils ont une valeur inestimable. Et finalement, avec ces 3 intangibles, ça rend assez minime le fait qu'ils aient du mal à faire de toi vraiment un entrepreneur. Parce que de base, c'est pas leur promesse. Et donc c'est pas forcément une histoire d'être pour ou contre HEC. Vous voyez que j'ai un avis qui est positif sur certaines parties et négatif sur d'autres. C'est surtout une affaire de savoir ce que t'attends de l'école et est-ce qu'elle peut te le donner. Donc si tu t'attends à ce qu'il te tape le cul, ah monte une boîte, et bah tu vas être déçu. Parce qu'il y a personne d'autre que toi qui va pouvoir le faire. Par contre, si tu veux accéder au top du corporate, là pour le coup c'est la meilleure décision que tu puisses faire. Et donc c'était ça que je voulais montrer dans mon article des Échos, poser une vraie question, qui était celle de la promesse d'HEC et sa compatibilité avec l'entrepreneuriat. Parce que celle-là pour le coup ils ont encore du mal à la délivrer. C'est toujours une minorité d'étudiants qui montent leur boîte en sortant d'études. Preuve s'il en est que le master entrepreneur a encore du travail. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. J'ai mis beaucoup de temps à l'écrire, l'enregistrer et derrière pour mes monteurs à la monter. J'ai une tendinite au bras. Je vous embrasse. Donc si jamais tu l'as kiffé, n'hésite pas à mettre un like, ça encourage beaucoup la chaîne. Moi je te fais plein de bisous et je te donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Ciao.